Sénat.fr. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat alors que le gouvernement, face aux critiques, a décidé d'ajourner la mise en place d'un nouvel acte de la décentralisation. Il y aura d'ailleurs 3 textes distincts pour examiner cette nouvelle réforme territoriale. Les sénateurs ont adopté hier une proposition de résolution à l'initiative du groupe UMP et qui vise à réaffirmer l'attachement du groupe UMP ici au Sénat à la libre administration des collectivités territoriales, à leur autonomie financière, mais aussi à la commune qui doit rester, selon eux, le pivot central de l'organisation territoriale de la France. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle pour revoir cette séance qui s'est tenue hier. Bonne matinée à tous. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution relative au respect des droits et libertés des collectivités territoriales, présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution par M. Jean-Claude Gaudin et les membres du groupe UMP apparentés et rattachés. Dans le débat, la parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, groupe UMP, auteur de la proposition de résolution. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la décentralisation est une très belle aventure et son histoire est inséparable de celle de la République. C'est pour ça que, dans ces moments incertains, c'est un beau sujet de réflexion collective. Tous les républicains peuvent se sentir à l'aise dans cette démarche démocratique qui vise à rapprocher l'élu de l'électeur. Jetons un regard sur l'histoire, après les hésitations légitimes de la Grande Révolution. La décentralisation est devenue une réalité sous la Troisième République avec, M. Longuet, le programme de Nancy, rédigé en 1865, à la fois par des légitimistes. On se souvient de Montalembert, on se souvient de Falloux, des orléanistes, Guizot et Barrot, des républicains comme Ferry, mais aussi des libéraux. Ce programme proposait en particulier d'affranchir la commune de la tutelle du préfet et de diminuer les pouvoirs de ce dernier à l'endroit du Conseil général. La loi municipale de 1884 sera un facteur décisif pour assurer la pérennité de la République 10 ans après son rétablissement. En 1869, les progrès de la décentralisation légitiment l'apparition d'un nouveau concept, la déconcentration. Sous la 4e République, Pierre Mendès France esquiva un projet qui deviendra un livre régionaliste, La République moderne. Le fondateur de la 5e République, le général de Gaulle, avant que la France ne soit troublée par les agitations de 68, dit et prit position le 24 mars en déclarant « Les activités régionales apparaissent comme les ressorts de la puissance économique de demain ». Jean-Jacques Servan-Schreiber et l'Express ont promu le pouvoir régional. Georges Pompidou initiera l'établissement public régional et Valéry Giscard d'Estaing libérera à nouveau Paris en lui donnant un statut municipal de plein droit. François Mitterrand, nivernais mais aussi charentais, avait sur ces sujets une pensée très avancée. La France, dit-il, a eu besoin d'un pouvoir fort pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Il y a 30 ans, l'aventure de la décentralisation a franchi une étape historique, une onde de choc, ce fut l'acte 1. J'ai vécu cette période décevante sur d'autres sujets avec espérance. Au total, j'ai adhéré à cette réforme à partir de 1986. J'ai vécu l'acte 1 en acteur régional engagé et confiant. 18 ans durant, à la tête de l'exécutif de Poitou-Charentes, j'ai pu mesurer le vent frais
qui avait été suscité par cette réforme. Avec mon ami le sénateur Alain Fouché, nous avons un vécu très heureux de la décentralisation qui, notamment dans notre département, était animée par le président Monory. Les lycées ont changé dans la forme, mais au total, les changements ont été profonds, pour les collèges aussi. Le préfet est devenu un metteur ensemble. Le débat territorial a gagné en démocratie. La responsabilité financière a été assumée. L'administration territoriale a considérablement été en progrès. Et surtout, en ce qui me concerne, ce qui est très important, c'est que les différents échelons de notre République, y compris l'Europe, ont appris à contractualiser ensemble. Et ce n'est pas le moindre acquis. Ainsi, cette étape de la décentralisation a amené les acteurs à jouer ensemble, à partager les projets, à faire du contrat un véritable levier de l'action commune. Je regrette que par la suite, les contrats de plan se soient dispersés. Je regrette aussi que le fait régional ait profité de cette situation pour chercher à se définir en opposition à l'État plutôt que de chercher à prolonger l'action de ce dernier en l'adaptant aux données territoriales. En France, c'est clair, la région n'est pas une nation, mais seulement une part de la nation. Les oppositions à cet acte 1 ont eu pour effet positif, de mon point de vue, de rassembler les Girondins de droite et de gauche. Et ce n'est pas le moindre des mérites de la décentralisation que de créer de nouvelles convergences et de faire bouger les lignes politiques. Hélas, les organes centraux des partis politiques sont souvent à la fois des professionnels et des praticiens de la centralisation, et il faut le bon sens des élus de terrain pour de temps en temps corriger le tir. Soulignons cet esprit positif des grands élus territoriaux qu'étaient à l'époque Pierre Mauroy et Gaston Defferre, et que soutenaient René Monory, Jacques Chaban-Delmas, Edgar Faure, Jean-François Poncet. Ces avancées ont été prolongées par celle de l'intercommunalité, notamment sous l'impulsion en 1999 du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui était Jean-Pierre Chevènement. À Matignon, j'avais convaincu le président Chirac d'engager l'acte 2 de la décentralisation. Au sein de la majorité d'alors, le sujet n'était pas vraiment consensuel, mais le président m'a fait confiance et ainsi, nous avons prolongé l'acte 1 en décentralisant les personnels techniques des lycées et collèges, les ATOS, décentralisation des missions, mais décentralisation aussi des moyens. Nous avons engagé, et il y a encore du travail, la clarification des compétences en centrant la région sur les sujets de stratégie économique et en focalisant le département sur les exigences de proximité. Le rôle de chef de file a été institué et nous avons réformé la Constitution pour y renforcer la décentralisation. L'article 1 fixe notre engagement dans le marbre. L'organisation de la République française est décentralisée. Le principe de subsidiarité est explicité avec le nouvel article 72. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions dans l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. La libre administration des collectivités territoriales est, dans cet article, constitutionnalisée. Nous avons fait progresser le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales et la démocratie de proximité a été renforcée, notamment grâce au référendum d'initiative qui permet aujourd'hui la belle initiative démocratique alsacienne. Nous connaîtrons ainsi dans quelques jours la vérité sur le conseiller territorial qui ainsi va être en place. Le rôle du Sénat comme assemblée des territoires a aussi été renforcé. Cela lui donne autorité pour corriger sur ce sujet les copies gouvernementales successives. Cela semble aujourd'hui d'actualité. Ce vaste ensemble était donc constitutif de l'acte 2. Depuis, la crise dans tous les pays du monde a légitimé de nombreuses mesures de recentralisation. Partout, les plans de relance. Chez nous, en plus, un grand emprunt. L'État a repris la main sur de nombreux projets de territoire. La réforme de la taxe professionnelle a protégé les finances du bloc communal, mais a limité l'autonomie fiscale des autres échelons. Et enfin, les allers et retours de la réforme territoriale
risque de déstabiliser l'organisation de nos territoires. Aujourd'hui, l'acte 3 de la décentralisation est en préparation avec quelques soubresauts. Madame la ministre, le moment est opportun pour que le Sénat rappelle les principes essentiels auxquels il est attaché pour que progresse en France la République décentralisée. La réforme constitutionnelle récente nous a offert une capacité nouvelle d'initiative par l'article 34.1 et la proposition de résolution, ce que le président Gaudin, le groupe, ont décidé de vous présenter aujourd'hui. Il est ainsi, pour nous, opportun et pertinent que la Haute Assemblée, dans son ensemble et dans sa diversité, rappelle l'essentiel de ses convictions sur le sujet au moyen d'une résolution. Le tout récent recul du gouvernement montre que l'exécutif semble toujours à la recherche d'une ligne directrice. Espérons, Madame la ministre, que l'éclatement du projet en plusieurs textes n'aura pas été imaginé pour masquer un manque de cohésion globale. La résolution qui vous est proposée rappelle les 9 principes qui nous semblent relativement consensuels au sein de notre Assemblée et qui pourraient justement être une proposition de cohérence pour l'ensemble de ces textes qui, tous ensemble réunis, pourraient constituer l'acte 3 de la décentralisation. Le texte que nous vous proposons rassemble les grands acquis de l'acte 1 et de l'acte 2. Je les regroupe selon les grands échelons de notre République. D'abord, la commune, c'est l'essentiel. La commune doit rester au cœur du dialogue territorial républicain. Le bloc communal est le centre de la démocratie locale. L'exigence de solidarité, d'une part, mais aussi la capacité de projet, d'autre part, s'exprime par l'intercommunalité que nous préférons collégiale plutôt que hiérarchique. Pour cela, la commune conserve la compétence générale et par sa libre administration peut en déléguer une partie à l'intercommunalité. Voilà pour la commune. Le département, circonscription sénatoriale, est l'échelon de la cohésion, cohésion sociale, mais aussi cohésion territoriale, en charge à la fois de l'action sociale, mais aussi de l'aménagement local, territorial et notamment rural. Parce que le département exprime la recherche de l'équilibre entre ces territoires, le département est l'échelon le plus près des collectivités territoriales les plus fragiles. C'est ma conviction profonde et ça ne l'a pas toujours été. Je le dis à cette tribune et j'ai eu d'autres convictions dans le passé qui n'étaient pas si fortes quant au potentiel du département. Mais c'est la crise de la ruralité qui me rend aujourd'hui fondamentalement départementaliste. Qui défend la ruralité quand on voit que Paris pense au Grand Paris, que l'Europe est à peine lisible, que les régions pensent aux métropoles? Qui s'occupe des territoires ruraux? Le département est le premier partenaire de la ruralité. Qui veut défendre la ruralité doit défendre le département. C'est le lieu de l'équilibre. La commune, le département, la région. La région a plus une vocation de stratégie que de proximité. Sa taille en France est très inégale. Certaines régions ont la dimension européenne et rayonnent autour de leur métropole régionale et souvent interrégionale. Je peux vous dire que l'un des bonheurs de la politique, c'est de connaître son pays dans les profondeurs. J'ai eu l'occasion, avec nos multiples campagnes électorales, de revisiter la France. Quand vous allez aujourd'hui à Bordeaux, sur les rives de la Garonne et de la Gironde, quand vous allez aujourd'hui à la Fête des Lumières à Lyon, quand vous allez voir Marseille, capitale culturelle, quand vous allez à la braderie de Lille, quand vous regardez nos grandes métropoles interrégionales, vous verrez comme elles se sont embellies, alors que le monde entier aujourd'hui parle de la cité durable, de la cité intelligente. Regardez nos villes. Elles se sont non seulement améliorées en valorisant leur patrimoine, mais grâce au tramway, grâce au développement urbain, elles ont réussi à mettre de la fluidité dans tous leurs environs. Évidemment, ces métropoles sont très attractives. Quelquefois même,
elles rendent jalouses leurs régions, car leur influence dépasse même ces territoires. Et on voit bien que la réussite des métropoles fait quelquefois de l'ombre à leur région. Mais c'est ça, ce sont les grandes régions. Dans d'autres territoires, la région n'a souvent que la puissance équivalente d'un département supplémentaire. Chez moi, 4 départements, la région est en fait un 5e département. Son budget est inférieur au budget du département le plus important. Et dans ce cas, la région a tendance à cantonaliser son action et ainsi concurrence, chevauchement et doublons se multiplient. C'est, je crois, un point important. Cette idée ne figure pas dans notre résolution, mais je vous la communique puisque nous l'avons les uns et les autres en commun. Au fond, je crois profondément que l'agrandissement de certaines régions et donc la diminution de leur nombre permettrait une meilleure différenciation entre la région stratégie et le département proximité. Et de ce point de vue-là, il y a des économies à faire. Et ceux qui voudraient voir dans la décentralisation qu'une logique de l'impôt, nous disons qu'il y a des économies à faire. Les économies à faire, elles sont à faire notamment en éliminant les chevauchements, les doublons, et ceci peut se faire d'autant plus facilement que les 2 échelons sont très différenciés, l'un de dimension européenne pour la stratégie économique, l'autre de dimension plus locale mais nationale pour la cohésion sociale et territoriale. L'État, quant à lui, l'autre échelon naturellement essentiel qui nous rassemble, n'a pas à avoir peur. Les décentralisateurs ne sont pas des fédéralistes. Ils souhaitent que, par la déconcentration et l'aménagement du territoire, l'État soit un partenaire quotidien des collectivités territoriales. Nous aspirons à plus d'autonomie financière pour plus de responsabilités, à plus de liberté pour plus d'initiatives, à plus de simplification pour agir plus vite et mieux, mais aussi à plus de péréquation pour plus d'équité territoriale. Nous aussi, nous tous ici, nous sommes des militants, mais aussi des pratiquants du choc de simplification. Il est possible pour tous de faire des économies et de participer aux efforts budgétaires, mais la concertation qui a été engagée doit être poursuivie pour une grande rationalisation de l'action publique. Mes chers collègues, les progrès passeront toujours par un pacte national des territoires. Les uns ne réussiront pas contre les autres. Ma dernière remarque, si vous le permettez, est pour jeter un regard au dehors de nos frontières. La décentralisation n'est pas un vieux débat pour un vieux pays. Regardez tous ces pays émergents, regardez tous ces pays qui connaissent les meilleures performances. Pour eux aussi, la décentralisation est un sujet de cohésion nationale et de dynamique locale. La Chine, le Brésil, l'Inde sont aujourd'hui sur des réformes importantes pour que les territoires puissent s'exprimer avec force. Et même aussi notre voisin allemand, dont le modèle est certes différent du nôtre, mais dont les territoires sont particulièrement mobilisés et participent fortement à la dynamique nationale. En conclusion, mes chers collègues, vous verrez que cette proposition de résolution cherche à nous rassembler. C'est une forme de rappel et d'adhésion aux grands principes de notre démocratie locale. Nous souhaitons réaffirmer solennellement notre attachement à la décentralisation, à la libre administration des collectivités, à leur autonomie financière, ainsi qu'à la commune, échelon central et pivot de l'organisation territoriale de notre pays. Dans ce contexte, nous affirmons notre souhait de voir se mettre en place une véritable et ambitieuse politique équilibrée de tous les territoires de la République. C'est pourquoi notre groupe, le groupe UNP, demande au Sénat la création d'une mission d'information sur l'avenir de la décentralisation au titre de l'article 6 bis de notre règlement, afin que toutes les sensibilités politiques puissent travailler ensemble sur un projet commun. Et au fond, c'est peut-être là le moyen pour le Sénat d'éclairer le chemin du gouvernement. Cette mission nous permettra de proposer une cohérence de pensée. C'est ce que le Sénat doit faire. Il en a le devoir et il en a la capacité. Dans un livre très récent, mais très intéressant d'Éric July, il y a 30 ans, l'acte 1 de la décentralisation, ou l'histoire d'une révolution tranquille, la parole est donnée à de très nombreux acteurs de la décentralisation.
Et tous, dans ce livre un peu synthèse, expriment la même conviction que je vous prie de bien vouloir partager. Aujourd'hui, un renouveau de la décentralisation s'impose. Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Gérard Larcher pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'histoire de la décentralisation et de la déconcentration. Jean-Pierre Raffarin l'a fait de manière remarquable. Aujourd'hui, nous proposons que le Sénat adopte de manière un peu solennelle, parce que, à mon avis, les temps méritent cette solennité, la proposition de résolution présentée par notre collègue Jean-Claude Gaudin au nom des sénateurs du groupe UMP. C'est un texte, mes chers collègues, sur lequel nous pouvons, ou plutôt nous devons nous retrouver, j'allais dire, dans notre diversité politique. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne faisons rien de plus dans cette résolution que de proposer au Sénat de rappeler avec force la lettre et les principes de notre Constitution en matière de respect des droits et des libertés des collectivités territoriales. Nous savons tous bien que les élus locaux souhaitent que nous soyons capables de nous retrouver sur des sujets essentiels, nous les sénateurs, avec le même esprit de l'intérêt général que celui qui les anime dans leurs assemblées locales. C'est d'ailleurs ces assemblées locales qui demeurent les plus proches de nos concitoyens en ces temps de crise, d'interrogation et de difficultés. Nous avons donc veillé à ce que cette proposition de résolution qui vous est soumise s'en tienne à demander la stricte observance de la Constitution, sans ajouter ni retrancher un principe qui ne soit gravé dans son marbre. Et je voudrais rappeler ces principes. L'organisation de la République est décentralisée. La libre administration qui garantit qu'aucune collectivité ne peut exercer de tutelle sur une autre est un second principe. L'autonomie financière qui permet aux collectivités de bénéficier d'une part significative de ressources propres est aussi un de ces principes. Ces principes découlent des règles auxquelles les sénateurs que nous sommes ne peuvent que rappeler leur attachement fondamental. Pour nous, Jean-Pierre Raffarin le disait il y a un instant, un principe cardinal. La commune est l'échelon de base de notre démocratie locale. Et rien ne peut justifier la remise en cause fondamentale de la commune. Pour nous, cela signifie au minimum trois choses. La commune est le pivot de l'organisation et du dialogue territorial, parce qu'elle est le premier échelon de proximité et de vie démocratique. La clause de compétence générale que nous avons beaucoup évoquée dans cet hémicycle il y a un peu plus de 2 ans et demi est un droit inaliénable de nos communes qui garantit la réalité territoriale de l'action publique. Le développement de la coopération intercommunale, auquel nous réaffirmons notre attachement et notre contribution, ne peut s'inscrire que dans le respect du principe de subsidiarité. Pourquoi éprouvons-nous aujourd'hui le besoin de rappeler ces principes qui devraient s'imposer naturellement? Tout simplement parce que nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que la musique que joue aujourd'hui le gouvernement nous paraît assez lointaine de la partition que le candidat François Hollande présentait dans une vibrante plaidoirie, c'était déjà à Dijon, en faveur du respect des collectivités territoriales. Il y a aussi des déclarations de principe en octobre dernier, en conclusion des États généraux de la démocratie territoriale, États généraux qui avaient suscité l'attention des élus locaux, qui, quelle que soit leur sensibilité politique, s'étaient investis dans les différents ateliers. Aujourd'hui, la réalité apparaît peu à peu au grand jour. Vous qui dénonciez notre réforme de la carte intercommunale, qui prévoyait, je le rappelle, un plancher de 5000 habitants, c'était l'objet d'un débat, voilà que vous nous proposez, notamment dans la région Île-de-France, des EPCI de 300 000 habitants au minimum pour la petite couronne, 200 000 au minimum pour la grande couronne, et à généraliser les métropoles au risque d'écraser des territoires périurbains et ruraux.
Car si les métropoles font rêver, encore faut-il que les métropoles n'écrasent pas. Et je vais prendre un exemple picard entre la métropole lilloise, la métropole de Paris, quid d'Amiens et de la Picardie et de ses territoires, qui seront littéralement, mes chers collègues, écrasés entre deux métropoles, un peu rejetés comme l'est la très grande couronne parisienne par rapport à Paris Métropole. Vous qui dénonciez, il y a 18 mois, le gel des ressources des collectivités territoriales, vous voilà acceptant des coups de rabot en amputant les collectivités territoriales de 4,5 milliards de ressources. Certes, nous devons tous faire des efforts de maîtrise des dépenses publiques, mais là, on peut dire que vous y allez fort. Vous qui dénonciez la création du conseiller territorial, qui devait créer de la synergie entre régions et départements, vous proposez en fait de faire du département une coquille vidée de la plupart de ses compétences, simple exécutant, guichet social d'une politique décidée au plan national. Le département, Jean-Pierre Raffarin le rappelait, est le premier partenaire de la ruralité et un acteur de cohésion sociale majeur. Et il est bon de le rappeler, dans ce pays, c'est un acteur majeur de notre cohésion. Mais inquiétant aussi à mes yeux est que vous vous attaquez à présent à l'essence même de nos territoires. Je n'y reviendrai pas, pour l'urbain que je suis, l'attaque contre la ruralité ne cesse de se répéter semaine après semaine. Or, la ruralité, ça n'est pas qu'une nostalgie des territoires faiblement peuplés. C'est aussi, je le rappelle, un espace assez exceptionnel pour la richesse économique de notre pays. Le rappeler que l'agriculture et la filière agroalimentaire, c'est le deuxième poste de l'équilibre dans le déséquilibre de notre balance du commerce extérieur. Mais, au fond, nous ne sommes pas les seuls au groupe UMP et sans doute chez nos amis du groupe centriste UDI à être inquiets. C'est vous-même, mes chers collègues du groupe socialiste, qui avez livré ces derniers jours vos états d'âme et vos inquiétudes dans les médias sur les menaces que le gouvernement fait courir aux collectivités territoriales, à tel point que le gouvernement n'a pu s'obstiner à vouloir passer son texte très long en force. C'est le président du groupe socialiste, M. Rebsamen, qui le disait la semaine dernière dans un média, je le cite, « Je ferai part au Premier ministre de la réticence formulée par un certain nombre de sénateurs socialistes. Une grande partie des sénateurs socialistes, la quasi-totalité, je le cite, c'est le président du Sénat qui a écrit au président de la République pour lui demander de repousser à l'automne l'examen de ce texte. Il suffit d'avoir eu entre les mains votre, Madame le ministre, mais est-ce le vôtre, votre avant-projet de loi pour comprendre. Il n'a de décentralisation que le titre. Toutes les associations d'élus, et je relisais le président Le Breton il y a peu, quelle que soit la strate de collectivité qu'il représente, me paraissent assez unanimes. Votre texte ne va rien simplifier. Et pour reprendre l'exemple de la métropole de Paris, il rajoute même une couche à d'autres couches. Alors, je me félicite que notre détermination à porter les inquiétudes des élus locaux ait contribué à faire reculer le gouvernement. Car les premiers à avoir dit non, ce sont les sénateurs de l'opposition et ceux particulièrement du groupe UMP. En annonçant hier matin que la réforme serait divisée en plusieurs projets de loi et que leur examen serait retardé, le Premier ministre a avoué implicitement que ce texte si long, si lourd, si techno, si déséquilibré entre nos collectivités territoriales était bâclé. Et d'autre part, qu'une nouvelle fois, il n'y avait pas de majorité ici pour le voter, mais nous aurons d'autres rencontres où il y aura sans doute d'autres majorités qui, sur d'autres sujets qui touchent nos collectivités territoriales, nous ouvrirons à des débats qui nous permettront, je l'espère, de nous rapprocher dans l'intérêt de notre territoire et de nos collectivités territoriales. Alors, mes chers collègues, si vous pensez, vous, de la majorité sénatoriale, que les principes qui régissent les droits et les libertés des collectivités sont aujourd'hui menacés, je crois qu'il faut partager avec nous ce texte de résolution qui rappelle les principes constitutionnels qui s'imposent à l'exécutif. C'est notre rôle à nous, sénateurs. C'est la mission de l'article 24 que la Constitution nous a confiée. Alors, si vous voulez supprimer de fait la commune, sa clause de compétence générale, vous trouverez sur le Sénat
vous trouverez le Sénat sur votre route. Si vous voulez supprimer de fait la commune, en prévoyant à partir de 2020 l'élection au suffrage universel direct des intercommunalités, comme le président de la République l'a affirmé aux maires des grandes villes, alors je pense que le Sénat sera sur votre route. Si vous voulez remettre en cause la libre administration des collectivités, en faisant du département cette collectivité croupion, vous trouverez le Sénat sur votre route. Alors, mes chers collègues, il y a la responsabilité d'assumer notre rôle constitutionnel. Voilà pourquoi cette mission commune, comme nous en avions créé une il y a maintenant près de 3 ans et demi, elle m'apparaît indispensable pour dans la diversité de nos sensibilités. Essayez d'imaginer ensemble, en dépassant nos clivages, le territoire qui demain contribuera à sortir de notre pays de cette, j'allais dire, crise de langueur profonde qui est en train de le conduire à la désespérance. Nos collectivités territoriales ont un rôle essentiel. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Sueur du groupe socialiste. Boire un café. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons lu avec beaucoup de soin votre proposition de résolution. Et je dois vous dire d'emblée que je ne vois pas pour quelle raison nous nous opposerions à cette résolution, mes chers collègues. Je vous remercie. Je ne sais pas si les applaudissements vont durer, mais je l'espère. Car enfin, j'ai acquis depuis quelque temps un exemplaire de la Constitution et je le lis. Je m'en imprègne pour que cette loi fondamentale guide chaque jour nos actions, nos réflexions et tout simplement notre travail de législateur. Donc, mes chers collègues, dans cette proposition de résolution, vous reprenez 6 ou 7 alinéas de la Constitution. Mais oui, mais alors, la question qui se pose d'abord, vous en conviendrez, est de savoir quelle est l'utilité de faire une résolution pour recopier la Constitution. Vous voyez bien qu'il est très difficile de voter contre et que la seule question qui se pose est de savoir à quoi ça sert. Bon, ça sert à parler, mais nous sommes un Parlement, donc usons de cela. Donc, mes chers collègues, ce sera voté par notre groupe parce que je n'imagine pas que nous puissions ne pas voter la Constitution de la République française. Vous nous avez présenté, Monsieur Raffarin, avec beaucoup de lyrisme, Monsieur Larcher avec vigueur, une vision de l'histoire. On pourrait peut-être mettre quelques nuances. Moi, j'étais un jeune député en 1982, 81-82. Depuis, naturellement, comme je dis souvent dans mon département, je suis devenu un jeune sénateur. Mais entre-temps, j'ai relu, figurez-vous, un jour, les débats sur la loi de 82. Je vous conseille, par exemple, mais vraiment faites-le, de lire les propos de M. Pierre Méhaignerie et d'autres que je ne citerai pas, qui se dressaient contre cette atteinte à l'État républicain, à l'unité de la République. Et alors, ils n'avaient pas de mots assez forts pour s'opposer à ce texte qu'aujourd'hui tout le monde salue. Et vous avez bien raison de saluer François Mitterrand, Gaston Defferre et Pierre Mauroy. Et puis, il y a eu ces lois de 92 d'abord et de 99 ensuite, qui ont créé les communautés de communes d'abord. Il a fallu plus de temps pour les communautés d'agglomération, c'est vrai. Et combien de fois n'avons-nous pas dit
Les communautés ne sont pas contre les communes. Nous avons 36 700 communes, nous les aimons tous, nous les avons dans le cœur, comme les Français, ces communes. Mais nous savons bien que si on fait des communautés aujourd'hui, et si vous avez d'ailleurs proposé une loi pour généraliser les communautés à toute la France, c'est parce que l'on sert les communes en disant gardons cet échelon de proximité qui est tellement important pour nous, mais coopérons. On ne va pas faire dans chaque commune une zone d'activité. Mutualisons les efforts pour que cela soit efficace. Et tout le monde comprend cela. Et puis, je me souviens de la loi présentée par Jean-Pierre Raffarin, puisque nous étions à cette époque-là au Sénat. Dans l'opposition, en effet, mais vous savez, cela va et vient. Eh bien, je me souviens d'une déclaration de Jean-Pierre Raffarin qui m'avait frappé. Quand cette loi a été présentée, vous avez dit « l'avenir, c'est les régions ». Et je vais vous présenter une loi qui va donner toute sa force, toute sa place, toute sa vigueur dans l'espace européen au fait régional. Je dois vous dire, cher Premier ministre, qu'après quelques débats ici et là, votre loi régionaliste est peu à peu devenue la plus grande loi départementaliste qu'on ait jamais faite. Et je crois que vous n'en étiez pas. C'est un peu rapide, mais ce n'est pas totalement faux, vous en conviendrez. Et alors aujourd'hui, je vois, Monsieur le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, que vous nous faites l'éloge des départements. Je remarque une chose, c'est que dans votre résolution, vous ne parlez pas des départements. Le mot n'est pas prononcé, ni n'est pas écrit, mais peut-être pourriez-vous ajouter un alinéa, ni d'ailleurs des régions. D'ailleurs, vous ne parlez pas non plus des élus. Vous ne parlez pas non plus de l'État, parce que vous savez, mais vous parlez des principes, et vous avez tout à fait raison, puisque nous vous approuvons, et puisque nous allons voter votre texte, de marquer votre attachement à la Constitution de la République française. Il y a eu les États généraux, et vous avez bien voulu rappeler que les États généraux organisés par Jean-Pierre Bel, président du Sénat, ont donné lieu à une grande concertation dans toute la France, dans les départements et ici même. Simplement, je me souviens, je me permets de le rappeler quand même, cela s'est très bien passé. À une exception petite près, c'est que, alors que nous étions tous là dans les ateliers, dans cet hémicycle, dans la salle des conférences, voilà que sur le coup de 16 heures, M. Jean-Claude Gaudin invite les journalistes à venir dans son bureau pour dire « mais non, tout cela c'est une figuration, ce n'est pas ce qu'il faut ». Et alors, ce qui a été bien quand même, c'est que la très grande majorité des élus locaux venus au Sénat, qu'ils fussent de droite, de gauche ou du centre, sont revenus le lendemain à la Sorbonne et ont participé à ces États généraux, qui ont d'ailleurs permis d'écrire 2 propositions de loi qui ont été votées par le Sénat et qui, je l'espère, seront bientôt votées à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a des débats sur la décentralisation, vous l'avez dit, Monsieur Larcher, et comme Monsieur Raffarin. Et c'est tout à fait vrai que nous sommes un certain nombre, dans le groupe socialiste, à avoir dit au gouvernement qu'il était nécessaire de revoir l'avant-projet de loi qui avait été préparé, Madame la ministre. Mais enfin, nous sommes dans un pays où nous aimons parler vrai, y compris au gouvernement que nous soutenons. Et je peux vous dire, parce que j'y ai participé, qu'il y a eu un certain nombre de dialogues, qu'il y a un certain nombre de propositions, et que je trouve que ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre est intéressant. Car nous ne pouvons pas ici, nous sommes entre nous, mais même si nous n'étions pas entre nous, opposer les différents niveaux. Il est proposé 3 projets de loi. Il faudra que ces projets de loi soient peaufinés, donnent lieu au débat parlementaire le plus approfondi. Je commencerai par le 3e. Les solidarités territoriales.
Et c'est pourquoi j'en parle en premier. Madame Cukierman, les solidarités territoriales, mais il n'est pas renvoyé. Moi, je propose, Monsieur Larcher, je le dis ici, on a le droit en tant que parlementaire de faire des propositions. Je propose que ces 3 projets, Madame la Ministre, je fais une proposition au gouvernement, soient présentés en même temps. Et que l'on discute des solidarités territoriales en insistant sur le rôle irremplaçable des départements dans la solidarité. Nous savons qu'aujourd'hui, dans notre pays, le département joue un rôle essentiel. Je ne vois aucune possibilité pour la région, pour les intercommunalités, de se substituer aujourd'hui au rôle du département. Les communes aussi, bien sûr. Second volet, des régions fortes, non pas contre les départements, contre les communes ou les communautés, mais avec elles, des régions fortes, en particulier pour l'économie et pour l'emploi, parce que ce sont les premières préoccupations de nos concitoyens et que nous savons que dans l'Europe que nous connaissons, dans le monde que nous connaissons, des régions fortes sont absolument nécessaires. Vous avez dit, je crois que c'est M. Jean-Pierre Raffarin qui a dit que dans sa région, le budget de la région était inférieur au budget de tous les départements qui composent la région. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas normal. Et je suis partisan de régions qui aient plus de force, plus de moyens et plus de compétences. Mais j'ai commencé par dire le rôle irremplaçable des départements pour la solidarité. Ne soyons pas dans l'opposition, mais dans la complémentarité. Et les métropoles, eh bien, les métropoles et les grandes agglomérations doivent aussi avoir toute la force nécessaire pour le futur. Mais moi, je dis qu'il nous faut des régions fortes, des départements solidaires et des communautés vivantes, actives, entreprenantes. Et quand je dis communauté, je parle de la plus grande métropole ou de la deuxième et de la troisième, et nous pensons à Paris, à Lyon, à Marseille et à d'autres, comme de la plus petite communauté de communes dont l'objectif est de créer un vrai dynamisme pour le développement économique au sein du monde rural. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition. Bien. Alors, pour finir, bien sûr, on m'a dit, bon, je l'ai aussi pensé, dans le fond, nos collègues de l'UMP nous présentent un catalogue de beaux principes. Mais, bien sûr, j'ai dit que c'était la Constitution, c'est pourquoi nous allons le voter. Mais l'ont-ils toujours appliqué? Vous savez, j'ai lu Corneille. Oui, Monsieur le Premier ministre, j'ai lu Corneille, vous savez, dans le Cid. Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Alors, quand vous nous parlez de la nécessaire autonomie financière des collectivités, vous me permettrez quand même, amicalement, de vous faire observer que la magnifique, enfin je dis magnifique par antiphrase, réforme de la taxe professionnelle que vous avez mise en place, mes chers collègues, s'est traduite. Oui, Monsieur Lenoir, s'est traduite pour ce qui est des marges de manœuvre, de l'autonomie fiscale des collectivités. Mais, Monsieur Dallier, soyons très clairs. La réforme de la taxe professionnelle s'est traduite pour ce qui est de l'autonomie fiscale des collectivités par un passage pour le bloc communal, communes et communautés, de 48% à 41%. Pour les départements, de 35% à 16% d'autonomie fiscale. Et alors pour les régions, de 30% à 14% d'autonomie fiscale. Et alors, moyennant quoi, vous nous dites, point numéro alinéa 9, le Sénat, d'après la proposition de résolution du groupe UMP, rappelle que l'autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle. Mais c'est vrai. Simplement, ce n'est pas mauvais non plus de mettre en œuvre
ce que l'on dit quand on est au pouvoir. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un excellent rapport du Sénat par rapport à ce blocage de la situation pour les régions. Parlez aux élus régionaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Ils vont vous dire que seule la fixation des tarifs de carte grise, ainsi que d'une faible part de la TIPP pouvant être déterminée par les régions, eh bien, la situation est complètement paralysée. Et j'ai retrouvé un excellent rapport du Sénat. Cet excellent rapport, je le cite, il dit que, je l'ai cité ce soir à dessein. Ben oui, vous voyez bien, Monsieur le Président, je cite entre guillemets, « Les régions françaises sont la catégorie de collectivités territoriales qui a le plus souffert de la réforme de la taxe professionnelle en termes d'autonomie fiscale et voient donc leur marge de manœuvre particulièrement réduite. » C'est signé par qui? Par M. Charles Guené. Monsieur le Président, je vous salue pour votre lucidité. Et Mme Anne-Marie Escoffier, qui était alors sénatrice, qui est depuis une brillante ministre de la décentralisation, et qui ont fait un constat parfaitement lucide. Alors, mes chers collègues, gardons un peu d'humour, voyons qu'il est très bien de proclamer les principes, faisons en sorte de les respecter. Nous allons tous nous y employer du mieux que nous pourrons. J'ai encore d'autres citations, celle de M. Bruno Le Maire, qui, vous savez, était délégué, je crois, à l'époque de l'UMP, qui a dit qu'il fallait réduire de 2 milliards par an les concours de l'État aux collectivités locales. Et même, il nous a dit que ce n'était qu'une base minimale, qu'il fallait aller plus loin. On pourrait sortir beaucoup d'autres choses. Mais disons que ce débat entre nous, et qui est intéressant, nous permettra chacun de progresser vers la bonne application de la Constitution de la République française, qui est notre Constitution commune, que vous recopiez à juste titre et à laquelle nous proclamerons une fois encore notre attachement en bons républicains que nous sommes. Je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Christian Favier du groupe CRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous noterons pour commencer que les auteurs de cette proposition de résolution n'ont pas hésité à reprendre le titre même de la loi Defferre de 1982, alors qu'ils sont aujourd'hui, on le sait, les représentants de ceux qui, à l'époque, l'avaient combattu avec beaucoup de véhémence. Dans le même esprit, je veux souligner d'abord tout le paradoxe du contenu de cette résolution venant d'un groupe parlementaire qui, on le sait, durant 10 ans, a mis à mal les collectivités territoriales, bafouant en de multiples occasions les principes constitutionnels qu'il semble aujourd'hui vouloir défendre. En effet, tout de même, comment oublier que l'UMP, qui prétend aujourd'hui vouloir défendre la libre administration des communes, est à l'origine d'un transfert massif de compétences de l'État vers les collectivités, sans les compensations financières nécessaires et pérennes, prenant le risque, on le sait, de les étouffer. Vous le savez bien, il y a plusieurs milliards, mon cher collègue, plusieurs milliards d'euros aujourd'hui dus aux départements au titre des allocations de solidarité nationale, l'APA, la PCH, le RSA, qui n'ont jamais été effectivement compensés pour les collectivités départementales et qui fait qu'aujourd'hui des départements sont de votre responsabilité au bord de la faillite. Comment oublier que la majorité d'hier a supprimé l'autonomie fiscale et la compétence générale des départements et des régions, a supprimé la loi de 2010, a supprimé la taxe professionnelle et a instauré le conseiller territorial en lieu et place des conseillers généraux et régionaux. Comment oublier que la loi de 2010,
qui a contraint les communes au regroupement forcé au sein de nouvelles intercommunalités au périmètre et aux compétences élargies afin de parvenir, comme le préconisait la commission Balladur, à l'évaporation des communes, pour ne pas dire à leur disparition. Comment oublier enfin la destruction du tissu local que les sénateurs de ce groupe ont soutenu, la RGPP qui a mis à mal de nombreux services publics locaux, avec en particulier ces milliers de fermetures de classes et d'écoles, de bureaux de poste, de tribunaux, sans compter y compris les nombreuses gendarmeries. Comment justifier donc aujourd'hui un tel décalage entre la prise de position d'aujourd'hui et votre action parlementaire d'hier? Vous avez fait durant 10 ans l'exact contraire de ce que vous prenez aujourd'hui dans cette résolution. Aussi, s'il s'agit donc d'une petite opération politique pour tenter sans doute de faire oublier votre action passée et vos réelles convictions, elle ne grandit pas ses auteurs et ne fait que renforcer, il faut bien le dire, la rhétorique de tous ceux qui mettent aujourd'hui en cause l'honnêteté intellectuelle des politiques. S'il s'agit pour vous de l'expression d'un droit d'inventaire, pourquoi pas, contestant le bien-fondé de tout ce que vous avez fait, alors nous vous proposons un acte bien plus fort en demandant donc avec nous l'abrogation de la loi de décembre 2010. Car pour notre part, ce principe de la libre administration des collectivités territoriales, nous y sommes attachés comme la prunelle de nos yeux. Nous en avons apporté la preuve, je crois, d'abord à chaque fois qu'un pouvoir central s'y est attaqué. Tout notre argumentaire, comme votre réforme de 2010, était fondé sur la défense de la libre administration de nos collectivités pour leur libre coopération contre toutes les formes d'intégration autoritaire. Et sur vos bancs, évidemment, lorsque nous défendions ces principes, nous étions alors accusés d'archaïsme, car nous les défendions pied à pied. Plus près de nous, il y a quelques jours, nous avons refusé le fléchage des conseillers communautaires qui entérine le fait que les communes qui devront déléguer leurs compétences perdront en même temps leur pouvoir de contrôle sur leur mise en œuvre, puisque les conseillers communautaires ne représenteront plus les conseils municipaux et n'auront donc plus de comptes à leur rendre. Enfin, notre inquiétude, vous le savez, reste forte, Madame la Ministre, devant les textes de loi annoncés concernant donc la future loi de décentralisation. Aussi, passé notre étonnement devant tant de soudaine sollicitude de la part de nos collègues de l'UMP envers les collectivités territoriales et nos communes en particulier, venant de ceux qui les ont tant combattus, nous aurions pu évidemment nous contenter de dénoncer une certaine forme d'hypocrisie des auteurs de cette résolution et refuser de prendre part au vote d'une telle déclaration d'intention à laquelle nous souscrivons par ailleurs pour l'essentiel, mais qui est à 100 lieues évidemment des actes de ceux qui la proposent. Mais finalement, persuadé que ce texte exprime d'une certaine façon avant tout le mécontentement grandissant devant la situation que les élus locaux subissent, nous avons, oui, décidé de le soutenir pour marquer une nouvelle fois notre profond attachement à ces valeurs républicaines. Nous voulons ainsi permettre au Sénat d'affirmer ces principes pour qu'ils soient effectivement aujourd'hui entendus à la veille des futures lois de décentralisation qui, à notre sens, mettent à mal la libre administration, l'autonomie financière et fiscale, la non-tutelle et la libre coopération de toutes les collectivités territoriales. À ce propos, nous serons donc particulièrement vigilants pour s'assurer, par exemple, que les plans locaux d'urbanisme resteront de compétences communales, transférables de façon facultative aux intercommunalités, et ce, quel que soit le texte de loi qui y fera référence. Aussi, malgré les lacunes du projet de résolution qui nous est présenté, en particulier, il n'est rien dit effectivement sur la compensation intégrale et qui ne dit pas la nécessaire prise en compte de l'évolution des dépenses des compétences transférées et qui surtout oublie la nécessité de maintenir la clause de compétence générale aux départements et aux régions qui ne sont effectivement pas citées dans cette résolution. Oui, malgré ces lacunes, nous soutiendrons ce texte. Ce vote ne sera pas, évidemment, chacun l'a bien compris, un blanc-seing à l'UMP pour son action écoulée, ni pour ses combats futurs. Sa vision, votre vision libérale de l'organisation territoriale de notre République, je crois, la disqualifie à nos yeux. Par ce vote, nous souhaitons réaffirmer notre engagement aux côtés des élus locaux et de nos concitoyens pour assurer le développement de notre démocratie locale, ancrée dans des communes, des départements et des régions, respectés dans leurs droits et libertés, associant
toujours plus les citoyens à leur action, au service de tous, et pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes. En votant ce texte de résolution, donc, nous nous engageons pour l'avenir. En réaffirmant la nécessité de respecter ces principes, nous nous engageons à agir pour les faire respecter dans les futures lois, dans toutes les lois qui nous seront soumises, qu'elles concernent l'urbanisme, l'action sociale, le développement économique ou les finances. Et nous verrons bien alors qui respecte ces engagements. Et nous saurons alors aussi rappeler leur vote à tous ceux qui aujourd'hui adopteront ce texte. Dans la suite du débat, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Léonce Dupont du groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le 3 juillet dernier, lecture était faite au Sénat de la déclaration de politique générale du gouvernement. À cette occasion, nous avons pu entendre, je cite, « Il est fini le temps où l'État imposait ses décisions à des collectivités territoriales qu'il considérait comme de simples satellites chargés d'exécuter sa volonté. Nous ouvrons la porte à une évolution profonde, un bouleversement inédit. Je demande à chacun d'en prendre la mesure. » Et d'ajouter « Je crois à la nécessité d'un État stratège, garant de la cohérence des politiques publiques et de la solidarité entre les citoyens et les territoires. » J'ai alors pris bonne note de cet engagement solennel. Puis, lors de la séance de clôture des États généraux de la démocratie territoriale, le Président de la République nous a annoncé vouloir un acte 3 de la décentralisation, sans aucune simplification administrative, mais avec près de 1,5 milliard d'euros de ressources en moins. Au mois de janvier, nous avons appris que la facture serait sans doute davantage de l'ordre de 5 milliards d'euros, avec en prime le transfert de compétences nouvelles sans simplification préalable des normes. Alors, mes chers collègues, malgré ces efforts de communication et d'annonce, la politique gouvernementale me désappointe, car le malaise est grand. C'est pourquoi la présentation de la proposition de résolution de Jean-Claude Gaudin et de ses collègues n'intervient pas à un moment anodin. Certes, le mois de mars est celui d'un double anniversaire, celui du premier et du deuxième acte de la décentralisation. Alors que nous avons célébré l'an dernier le 30e anniversaire de la loi Defferre du 2 mars 82 et que nous célébrons ce mois-ci le 10e anniversaire de la révision constitutionnelle de mars 2003, chère au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, on peut mesurer le chemin parcouru. Tel qu'enseigné dans les facultés de droit, la décentralisation semble limpide. La loi de 82 a jeté les fondements politiques et administratifs de notre nouvelle organisation administrative, quand le cycle législatif de 2003 introduisait le principe de l'autonomie financière et consacrait constitutionnellement la forme décentralisée de la République. La distance est pourtant grande entre ce qui est enseigné et ce que nous vivons sur le terrain. De la théorie à la pratique, il n'y a pas un pas, il y a désormais un fossé. Pourquoi rappeler aujourd'hui les grands principes constitutionnels et l'organisation de nos territoires? Le constat est partagé. Enchevêtrement à l'excès des compétences des collectivités, nombre trop important et morcellement des structures d'administration territoriale, nécessaire réforme des finances locales, dans un contexte marqué par une augmentation conséquente des dépenses des collectivités locales et d'une stagnation, quand ce n'est pas une diminution, des recettes. Outre l'organisation administrative des territoires trop complexe, les collectivités et leurs élus souffrent d'asphyxie normative et d'asphyxie financière. L'asphyxie normative est un sujet d'actualité. Tous les médias en ont parlé ces derniers jours, avec la remise du rapport des messieurs Lambert et Boulard, qui pointe quelques normes irrationnelles. Mais cet énième rapport recommande de supprimer 23 normes sur les 400 000 normes qui pèsent sur les collectivités locales. Les gouvernements successifs ont annoncé et parfois présenté des textes de simplification administrative et d'allègement des normes. Des parlementaires ont présenté également des textes en ce sens. Les dernières initiatives de M. Warsmann à l'Assemblée nationale, de M. Doligé au Sénat, ont pourtant connu de vrais parcours du combattant pour être discutés, au point de se demander si la volonté de simplification du gouvernement est bien réelle. Mercredi dernier,
le président de la République a promis un choc de simplification administrative pour les entreprises. Très bien. Attendons la concrétisation de cette promesse supplémentaire, mais en même temps, j'appelle de mes vœux un choc de simplification normative pour les collectivités. En tant qu'élus, nous dénonçons tous l'excès de normes et des conséquences, charges financières insupportables pour les collectivités, situations de blocage ou d'absurdité, inégalités entre les citoyens du fait de l'application ou de la non-application des normes, inégalités entre les territoires, freins au développement économique. Malheureusement, les rapports se succèdent, dressent des constats, puis aucune suite ou presque rien. Pour ma part, je l'ai déjà dit, je trouve intéressante l'idée d'un principe de proportionnalité des normes et de leur possible adaptation à la situation financière des collectivités et aux réalités locales. La loi handicap de février 2005 est un bon exemple de bonnes intentions qui, sur le terrain, posent des difficultés techniques et financières considérables, notamment aux petites communes. Nous avons la chance d'être un pays d'un riche patrimoine. L'accessibilité de tous les lieux publics aux personnes handicapées pour 2015 est un bel objectif, mais un vrai casse-tête pour bon nombre d'élus. Il ne s'agit pas ici de plaider pour un retour en arrière ou un non-respect de la loi, mais mettre un peu de souplesse me paraît indispensable si on ne veut pas enrayer l'action locale déjà très contrainte. Concernant l'asphyxie financière, nos concitoyens n'en ont pas vraiment conscience et pourtant c'est le plus grand danger qui menace les collectivités territoriales. Dans le rapport d'information de M. Hervé intitulé « 30 ans de décentralisation, contribution à un bilan », cette question cruciale est posée. Que valent les principes constitutionnels relatifs à la décentralisation? Proclamer l'autonomie des collectivités, c'est très bien, mais sans leur donner d'autonomie fiscale, ça devient un leurre, une illusion constitutionnelle. Avec la diminution de l'autonomie fiscale accentuée par la réforme de la taxe professionnelle, le principe de libre administration des collectivités territoriales se trouve réduit. Or, l'autonomie locale se mesure aux moyens dont dispose la collectivité, à champ de compétences, à l'indépendance de ses décideurs, à leurs prérogatives en matière d'intervention, à la nature du lien avec l'État. L'autonomie fiscale, ça a été dit, régionale, est aujourd'hui aux alentours de 10%, celle du département de 16%, celle de l'ensemble des communes et EPCI 40%. Ces chiffres illustrent la marge de manœuvre de plus en plus ténue des collectivités. Certains départements n'ont-ils pas craint la cessation de paiement du fait de la compensation très insuffisante des dépenses sociales obligatoires qui plombent les budgets des départements, surtout les plus ruraux? Alors que l'État se désengage chaque jour un peu plus de l'investissement public et de l'exercice de nombreuses compétences, il garde la main sur des ressources qui devraient normalement venir financer les nouvelles missions des territoires. Ce constat est un peu caricatural, je vous l'accorde. L'État transfère des ressources fiscales, mais des ressources archaïques, peu dynamiques, en décalage avec la réalité du besoin de financement des politiques publiques locales. Dans ce contexte, je ne peux que soutenir la proposition de résolution de M. Gaudin. Elle n'est qu'un rappel opportun, en forme de signal d'alarme, au moment où est annoncé un acte droit de la décentralisation dont les avant-projets sont déjà particulièrement décriés de temps en temps au sein même de tous les groupes. Certains l'ont qualifié de texte fourre-tout, anachronique, monstrueux, plaçant les collectivités en situation de servitude. Avant l'examen au Sénat de ce projet de loi, que nous examinerons, vous l'imaginez, avec une extrême vigilance, il reste quelques jours, et je sais, Madame la Ministre, que vous y êtes attentive, au gouvernement pour affiner sa copie, ou devrais-je dire ses copies, et présenter des textes d'orientation clairs, respectueux de la libre administration des collectivités locales, afin qu'elles demeurent le premier investisseur public en France, avec des budgets équilibrés et une dette publique locale plus de 10 fois inférieure à la dette de l'État, et afin que n'existe pas demain la tutelle d'une collectivité sur une autre collectivité, fût-ce par l'artifice de la présence de l'État. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jacques Mézard, du groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais saluer Madame la Ministre, le sérieux de son travail
son courage dans une mission difficile et lui dire le regret personnel qu'elle n'ait pas eu vraiment en charge directement la préparation de l'acte 3 de la décentralisation. Mes chers collègues de l'UMP, nous voterons cette résolution. Nous la voterons et permettez-moi de vous dire que je pense qu'elle se dissoudra dans une joyeuse unanimité. Mais ceci étant, le constat que vous avez fait en reprenant la Constitution, que nous respectons tous, permettez-moi, oui, mais ça fait un peu pchit, permettez-moi, mon cher collègue, compte tenu de l'évolution de ces derniers jours. Ceci étant, je crois que ce débat a un intérêt. Parce qu'il rappelle très simplement, et je le dis autant à mes collègues de l'UMP que du Parti socialiste, que vous avez manifestement l'art de vouloir faire, quand vous êtes dans l'opposition, ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez dans la majorité et réciproquement. Mais c'est une constatation habituelle. Permettez aux Jacobins que je suis, il en reste encore, de ne pas partager l'euphorie de Monsieur le Premier ministre Raffarin. Vous savez, chez les Girondins, je crains particulièrement les nouveaux convertis. Je me souviens en particulier des propos que nous avons entendus, moi j'ai fait partie comme d'autres de la mission Bello, sur l'évaporation des départements. Qui les aurait oubliés aujourd'hui? Alors j'entends des hommages et des odes aux départements. Et si je puis me permettre, je trouve que ce qui manque dans ces réformes successives, dont nous avons tous le sentiment qu'elles sont absolument indispensables, c'est une prospective politique, une vision politique et du courage politique. Car les uns et les autres, à chaque étape, on se rend compte que les blocages sont immenses. Et qu'on commence par quoi? Par consulter toutes les strates, tous les représentants de toutes les associations à chaque niveau, qui disent naturellement, les uns et les autres après les autres, que chez eux, tout va bien, que ça serait encore un peu mieux s'ils en avaient un peu plus. Et évidemment, les étapes successives des décentralisations ont amené des progrès, mais aussi, malheureusement, beaucoup de complexité, une absence de clarification. Et la vraie difficulté, elle est là aujourd'hui. Vous nous avez rappelé, Monsieur le Président Larcher, l'excellent travail de la mission Belot. Nous y avons participé. C'était, je crois, un bel effort de l'ensemble du Sénat et de toutes ses composantes. Nous étions arrivés, je crois, à un assez large consensus. Et malheureusement, ce consensus, il a été détruit. Il a été détruit parce que le gouvernement a cru opportun, nous pensions que c'était inopportun, de prendre des dispositions qui ne correspondaient pas au consensus qui ressortait de la mission Belot. Nous avons eu récemment des États généraux de la démocratie territoriale. Beaucoup de choses utiles ont été dites. Et il y a eu dans nos départements, et avec toutes les sensibilités, une véritable consultation. Et nous avons, les uns et les autres, entendu ce que nous disaient nos collègues élus des collectivités locales. Je regrette que le gouvernement, aujourd'hui, n'en ait pas totalement tiré les conclusions. Pourquoi? Parce que les mêmes difficultés, les mêmes blocages sont au rendez-vous. Et que tant qu'il n'y aura pas la définition d'une politique et que cette politique ne sera pas présentée par le gouvernement en disant « c'est ma politique, vous la voulez ou vous ne la voulez pas », et tant qu'on consultera à longueur d'année les uns et les autres qui répondront systématiquement les mêmes choses, il sera difficile de simplifier, il sera difficile de clarifier les relations entre les collectivités, les relations entre les collectivités et l'État.
Et nous le vivons aussi parce que quand je dis qu'il me reste largement un esprit jacobin, ce que je constate, c'est que la Ve République a abandonné purement et simplement une véritable politique d'aménagement du territoire. Et nous le vivons tous les jours, et de plus en plus, quels que soient les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors, mes chers collègues, auteurs de cette excellente résolution que nous allons voter sans aucun état d'âme, parce que, non seulement par attachement à la Constitution, mais parce que ce que vous dites, nous le partageons. Et d'ailleurs, si, je crois, j'ai le sentiment que presque la totalité de l'Assemblée va le voter, il faudrait que nous nous demandions si ce consensus autour de cette Constitution, nous ne pourrions pas le mettre à profit pour essayer de construire ensemble quelque chose d'utile, avec une vraie volonté politique. Ça ne fera pas forcément plaisir à tout le monde partout, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que le pays attend de nous. Alors, vous nous dites, vous nous rappelez des éléments importants, mais Jean-Pierre Sueur avait raison de dire que quand vous rappelez que l'autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle de bénéficier de ressources propres, après ce qui s'est passé avec la suppression de la taxe professionnelle, je crois que quand même, vous n'avez vraiment pas donné l'exemple. Lorsque vous nous dites qu'il faut affirmer la nécessité d'une compensation intégrale des transferts de compétences de l'État vers les collectivités, je dirais que tous les gouvernements de sensibilités diverses ont fait la même chose, malheureusement, mais ils ont fait la même chose, et il est temps de revenir à de véritables équilibres. Et quand vous concluez, oui, écoutez, vous auriez pu le faire pendant 10 ans, et quand vous concluez en rappelant la nécessité de développer une politique volontariste en faveur de la ruralité et d'assurer une répartition équitable des moyens entre tous les territoires de la République, permettez-moi de vous dire, en tant qu'élu d'un département très rural, que dans les 10 dernières années, je n'ai jamais, et surtout dans les 5 dernières années, comme élu local, et je tiens, vous le savez, Président Larcher, à ce que l'élu local puisse aussi être parlementaire. Et j'en termine là-dessus, Monsieur le Président Larcher, dans ces 5 dernières années, plutôt dans ces 6 dernières années, jamais mon département n'a été autant victime dans l'histoire d'une telle politique d'abandon, de désertification, de retrait des services publics. Et ça aussi, il faut que vous l'entendiez, parce que c'est ce qu'il ne faut plus faire, ni les uns ni les autres. Merci. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Joël Labbé pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette journée du 3 avril 2013 était une belle journée marquée par le vote pour la première fois dans l'histoire du Parlement d'une loi à l'initiative du groupe écologiste. La loi concernant l'expertise en matière de santé et d'environnement, une loi qui est loin d'être anodine, on le verra dans le futur. Par contre, pour moi, en mon fort intérieur, comme j'en suis sûr pour beaucoup d'entre vous, cette journée est une journée bien triste pour l'image de la démocratie. Je tenais à vous le dire en préambule. Au sujet de cette résolution, je n'insisterai pas sur l'exposé trop sommaire que cette proposition de résolution fait de l'histoire de la décentralisation. Je n'insisterai pas non plus sur le fait que la décentralisation commence bien en 1982 et que la date de 2003, à laquelle l'auteur ou les auteurs de la résolution tient tant, n'est que le dernier pas d'une longue construction qui est encore à venir. Je constate aussi que vous êtes, messieurs Raffarin et Larcher, notamment avec votre groupe, attachés à cette décentralisation. Je veux y voir et je souhaite y voir une preuve que vous allez collaborer de manière constructive avec les groupes de la majorité afin de dégager des propositions fortes dont l'ensemble de notre organisation territoriale a besoin pour affronter les immenses défis qui sont devant nous.
Enfin, je vois que cette résolution aborde également les conditions effectives de l'exercice de la décentralisation, à travers notamment la garantie des transferts de ressources afférentes aux compétences transmises et l'exercice d'une certaine autonomie fiscale. C'est d'ailleurs un soulagement de voir que votre groupe se préoccupe de ne pas dépouiller les collectivités, qu'ils ont pourtant contribué à mettre en difficulté trop souvent en leur transférant des ressources insuffisantes au vu des charges dévolues, notamment en 2003. Le respect strict de l'article 72.2 de la Constitution est en effet une condition sine qua non de la décentralisation. La position des écologistes sur l'échelon communal est quelque peu différente de la vôtre. Je parle en connaissance de cause puisque je suis maire d'une commune qui s'appelle Saint-Nolff dans le Morbihan depuis 1995 et parle donc avec le recul d'une certaine expérience. S'il est en l'état actuel essentiel de maintenir les communes, des grandes aux plus petites, ce n'est pas pour leur permettre de faire semblant de pouvoir s'occuper de tous les sujets, mais bien pour préserver un échelon de proximité avec les citoyennes et les citoyens et de leur permettre de tisser un lien avec leurs élus locaux directs. Ne faisons pas semblant. La grande majorité des communes ne pourraient pas assurer l'ensemble de leurs clauses de compétences générales. Vous connaissez comme moi la situation financière de beaucoup d'entre elles qui leur permettent à peine, pour les plus petites, d'assurer le cœur de leur domaine d'intervention. La commune, en l'état actuel de notre organisation territoriale, devra rester à l'avenir l'échelon privilégié de la démocratie locale, l'organisation du débat public, la concertation avec les citoyens, la co-construction des politiques publiques avec les citoyennes et citoyens ne peuvent être organisées que dans la proximité. La commune doit devenir et rester l'échelon privilégié de la démocratie citoyenne, garante des services publics de grande proximité. Je voudrais vous citer Tocqueville pour dire notre attachement à la commune. C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles les mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Ça mérite encore d'être réfléchi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous voiler la face en termes d'efficacité, de coût, de cohérence. Les problèmes de transport, d'infrastructure, d'assainissement, de développement économique ou encore de gestion des déchets, pour n'en citer que quelques-uns, ne peuvent être gérés au seul niveau des communes. Elles n'en ont pas les moyens et souvent, elles n'en ont pas non plus les compétences en termes de services municipaux. Nous sommes favorables à une organisation territoriale centrée sur deux échelons principaux et d'avenir, les intercommunalités et les régions. Ce sont les seuls échelons actuellement capables de recouper les territoires cohérents, tout en disposant des ressources financières suffisantes pour relever les défis auxquels nos territoires ont à faire face. Nous n'obtiendrons rien de bon dans la réforme territoriale à venir si chacun cherche à préserver ses intérêts particuliers à chaque échelon de notre millefeuille territorial. Nos régions ont montré, au travers le pluralisme de leur composition, qu'elles étaient capables de gérer des enjeux complexes sur des territoires vastes en étant clairement identifiées sur leur domaine de compétences. Il faudra également réfléchir à l'approfondissement du pouvoir d'adaptation réglementaire des régions sur ce point. L'analyse écologiste pourra nourrir les débats, je l'espère, notamment à travers le concept qui nous est cher du fédéralisme différencié, avec en toile de fond, avec en perspective, l'idée de l'Europe qui ne soit pas une seule Europe du marché, mais une Europe politique, sociale, économique et écologique. Le Parlement a fini par adopter un texte garantissant la désignation directe par les citoyens des élus siégeant au sein des intercommunalités. Mais si ce texte ne correspond pas aux attentes des écologistes, notamment en termes de pluralisme et de représentation du territoire, c'est un premier pas
et compte même un grand premier pas. Nous devons aller plus loin afin de faire émerger des projets de territoire correspondant aux spécificités des différents bassins de vie et d'activité. Quant aux départements, nous restons sceptiques sur leur maintien. Il serait certainement plus efficace dans le futur de ventiler les compétences de ceux-ci sur les 2 échelons précédemment cités. Le rapport de force nous est défavorable sur ce point. Nous en convenons. Gageons que le bon sens et l'intérêt général guideront nos décisions pour un avenir de nos territoires équilibré et écologique. Si nous partageons en grande partie les termes de la résolution, notre groupe écologiste ne prendra pas part au vote de cette résolution qui, selon nous, n'est pas dénuée d'arrière-pensées conservatrices qui ne nous conviennent pas. Je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, me voici ce soir, devant vous, ministre délégué auprès de la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la décentralisation, un ministre heureux, satisfait et plein d'espérance. Heureux et satisfait d'avoir entendu raconter la fantastique aventure telle que vous l'avez racontée, Monsieur le Premier ministre Raffarin, de cette décentralisation. Vous qui avez parlé de l'anniversaire de cette décentralisation, heureux d'avoir réentendu les grands principes fondateurs qui régissent les collectivités locales de notre République. Principes constitutionnels consacré par la Constitution dans son article 72, principe essentiel que celui de la libre administration des collectivités locales, des collectivités locales qui s'administrent librement par des conseillers élus. Principe mis en œuvre dès la première loi de décentralisation du 2 mars 1982. Vous l'avez rappelé, et je crois que c'est une date importante parce que ce 2 mars 1982 était un vrai temps de rupture, un vrai temps de révolution par rapport à un système antérieur. À ce moment-là, voilà qu'était supprimée la tutelle administrative et financière a priori exercée par le préfet. Voilà l'exécutif transféré du département ou de la région à l'élu local. Les collectivités locales bénéficient alors d'une véritable personnalité juridique propre, distincte de l'État. Elles ont des droits, elles ont des obligations, elles gèrent librement les affaires qui relèvent de leurs compétences. Elles possèdent un patrimoine, elles disposent d'agents dotés du statut propre de la fonction publique territoriale. Elles gèrent de façon autonome un budget. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003, dont vous avez souligné l'intervention, oui, bien sûr, elle est venue conforter tout cela et ajouter un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences et donner la possibilité, sous certaines conditions, de déroger à titre expérimental aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Un point important, messieurs, que l'on n'a peut-être pas assez dit ce soir et qui a son importance aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Me voilà donc, je le disais tout à l'heure, ministre satisfait de partager avec vous, sur tous les bancs, ces principes que vous avez déclinés dans votre résolution et qui tous relèvent du principe de libre administration. Principe d'autonomie financière de l'article 72 de la Constitution. Les collectivités disposent, dit le texte, de ressources suffisantes
pour que le nombre et le poids de leurs dépenses obligatoires puissent être calculés à l'aune de ces ressources. Je sais, je vous ai entendu, vous avez dit les uns et les autres les difficultés financières que nous avons eues par le passé et que nous voulons aujourd'hui corriger dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité que nous travaillons ensemble avec le comité des finances locales et dans des groupes de travail idoines pour essayer de trouver les solutions à des difficultés qui ont été recensées. Principe de la compensation des transferts de compétences qui sont dits dans l'article 72.2 de la Constitution. Je ne veux pas oublier le rôle primordial de la commission consultative d'évaluation des charges qui doit être le garant de ces compensations de transferts. Principe de non-tutelle d'une collectivité locale sur un autre, c'est aussi un des principes auxquels nous sommes tous attachés. Les principes de libre administration, je ne soulignerai pas assez qu'il est le principe fondamental, la colonne vertébrale, le véritable principe fondateur des nouvelles entités qu'ont été les collectivités locales, acteurs majeurs aux côtés de l'État, vous l'avez dit les uns et les autres, acteurs en qui l'État a placé sa confiance, une confiance qui est là pour servir l'intérêt dans tous les cas du citoyen. Votre résolution, mesdames et messieurs les sénateurs, choisit de consacrer tout particulièrement la commune, cellule de base, cellule à l'image des cellules qui, les unes avec les autres, les unes à côté des autres, forment, et je reprends l'image de la ruche, cellules toutes indépendantes les unes des autres, mais ensemble solidaires. Et je voudrais utiliser la belle formule, la belle devise de Marguerite d'Autriche et Philibert le Beau, « Fort une, infortune. S'il n'y en a pas une, c'est l'infortune. » Qui réfuterait la commune, lieu d'attache des citoyens, place irremplaçable des élus, ces communes qui ont un rôle clé qui implique que soit confirmée, comme l'a fait le président de la République, la clause générale de compétence. Personne aujourd'hui ne conteste l'organisation qui s'est mise en place progressivement, l'intercommunalité. Je ne veux pas remonter aux syndicats de communes qui ont plus de 100 ans. Je ne remonterai pas non plus à la loi de 99 qui a été la loi fondamentale qui a imposé l'intercommunalité, qui a été reprise dans la loi du 10 décembre 2010 et qui, aujourd'hui, a trouvé sur l'ensemble du territoire une organisation qui fait que, à la date de la fin de l'année 2012, il n'y avait que 59 communes isolées qui restaient sur l'ensemble du territoire, si l'on exclut les communes appartenant à la petite couronne parisienne et les communes qui appartenaient aux îles monocommunales. 59 communes isolées. Ça veut dire que l'ensemble du territoire est aujourd'hui organisé auprès des intercommunalités qui sont bien le lieu qui tient compte de la réalité des territoires, qui rapproche les communes sur la base de projets partagés dans le cadre d'une véritable communauté de destin, d'une véritable communauté de dessein. Et si l'on n'arrive pas justement à ce partage de projets, à ces communautés de destin, je crois qu'on manque l'objectif de l'intercommunalité. L'intercommunalité qui veut être le vrai lieu de proximité par rapport aux citoyens, apporter un meilleur service aux citoyens, mais en même temps participer à la maîtrise des dépenses. Vous voyez, mesdames et messieurs les sénateurs, je ne peux que me rendre aux raisons de votre résolution, stricte observance de la Constitution, qui prépare le terrain pour la réflexion que nous conduirons ensemble, que nous allons mener dans le cadre de la réflexion sur la réforme des collectivités territoriales, sur cet acte 3 dont vous avez parlé, de la décentralisation. Un texte
que nous allons réfléchir ensemble, mais qui s'appuiera sur 3 principes fondateurs et auxquels je sais que nous sommes tous ensemble attachés. Le principe d'unité de la République, le principe de la diversité des territoires, mais aussi le principe de subsidiarité. 3 principes fondateurs qui doivent éclairer un texte qui répondra aux objectifs de simplicité, d'efficacité et de maîtrise des dépenses. C'est le rendez-vous que je vous donne dans les jours prochains pour travailler ensemble, une fois encore, à un texte qui répondra aux attentes des citoyens et qui sera écrit dans le strict respect de la Constitution. Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. Et avant de mettre aux voix la proposition de résolution, je dois vous informer que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP applicable à la proposition de résolution numéro 385, le respect des droits et libertés des collectivités territoriales. Je vous rappelle que la procédure, nous allons procéder au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter, donc le scrutin est clos. J'invite, mesdames et messieurs les secrétaires, à procéder au dépouillement du scrutin.
Bon, résultat du scrutin numéro 124 sur la proposition de résolution relative au respect des droits et libertés des collectivités territoriales. Nombre de votants 334. Nombre de suffrages exprimés 334. Pour l'adoption 334. Le Sénat a adopté. Voilà pour cette séance. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires, c'est cet après-midi à partir de 15 h. Vous pourrez d'abord suivre en direct la séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui à l'industrie pharmaceutique. Et puis à partir de 15h45, c'est l'examen au Sénat du projet de loi sur le mariage pour tous. Vous pourrez suivre l'intégralité de nos débats jusqu'à 19 h. Bon après-midi à tous.